Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette première semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur la présidence hongroise du Conseil et sur les priorités polonaises, la perte de fonds européens par la Hongrie, l'entrée dans Schengen de la Bulgarie et de la Roumanie et de l'aide européenne en Syrie. Dans le club des 27, la Croatie a failli voir son président sortant réélu dès le premier tour. On revient sur la campagne allemande. En Espagne, les Valencians veulent la démission de leur président régional et la Pologne est traversée par un conflit entre gouvernement et tribunal constitutionnel. Et chez nos chers voisins, la Géorgie termine sa mue autoritaire et le transit de gaz russe par l'Ukraine prend fin. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Conseil de l'UE. Une présidence hongroise décevante laisse la place à une présidence polonaise offensive. La présidence hongroise avait lieu le deuxième semestre de 2024, année d'élections européennes. En soi, ça ne favorisait pas la présidence hongroise, puisque les vacances d'été coupaient d'office la présidence, avec un mois de juillet toujours relativement au ralenti et un mois d'août à l'arrêt au Parlement européen. Mais année d'élection oblige, le Parlement européen doit faire sa réorganisation interne avec les élections de présidence de commissions parlementaires et de promotion ou de création de certaines commissions. Côté Commission européenne, les États devaient désigner leurs commissaires et ces mêmes commissaires ont été mis à l'épreuve par le Parlement européen au mois de novembre lors des auditions. Viktor Orban a commencé très vite par des provocations. En se parant de la cape de président de l'Europe, fonction qui n'existe pas, il s'est rendu à Kiev et Moscou pour une mission dite de la paix. Il a rencontré Xi Jinping, Donald Trump, qui était alors en campagne, puis a félicité le parti Rêve géorgien à Tbilissi. Tout ça en rompant le consensus diplomatique des 27. Le semestre n'a pu réellement commencer qu'en décembre, rendant compliqué l'adoption de textes stratégiques. Malgré tout, la présidence hongroise a deux réussites à son crédit. La déclaration de Budapest sur la compétitivité et l'entrée pleine et entière de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen. À la Hongrie succède la Pologne ce 1er janvier, avec Donald Tusk à la barre. L'ancien président du Conseil européen est reconnu et apprécié au niveau européen et a la chance d'être issu du parti majoritaire au Parlement européen, le PPE. Une présidence à l'opposé de l'isolement hongrois. L'influence polonaise est parfaitement illustrée par la nomination du commissaire polonais Piotr Serafin au budget et qui aura la lourde tâche de faire adopter le cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034. L'agenda polonais est très orienté vers la menace russe. Renforcement de la défense avec une hausse des dépenses, renforcement des frontières extérieures, lutte contre l'immigration illégale, lutte contre la désinformation sont en haut de la pile des priorités de la présidence polonaise. Des sujets qui font aussi plutôt consensus au niveau européen en ce moment. La crainte est d'avoir une présidence qui s'entremêle avec la présidentielle de mai 2025 et d'avoir une Pologne qui veut prouver sa stature européenne pour s'en servir au niveau national. Donald Tusk a fait savoir qu'il protégerait ses agriculteurs face au pacte vert, quitte à le détricoter et que sa position sur l'immigration est proche de celle de Giorgia Meloni et de Viktor Orban, qui ont affiché leur souhait de ne pas respecter le pacte asile et migration. Il faut dire que le Bélarus envoie des groupes de migrants à la frontière pour déstabiliser la Pologne. La Pologne s'est vue octroyer le droit de suspendre les demandes d'asile si les migrants en question étaient instrumentalisés par un régime voisin. État de droit, la Hongrie perd définitivement 1 milliard de fonds européens. Depuis l'adoption de la conditionnalité des fonds européens au respect de l'état de droit, ce n'était encore jamais arrivé. Mais il faut une première atout. La Hongrie a officiellement perdu 1 milliard d'euros de fonds européens pour ne pas avoir respecté l'état de droit mercredi 1er janvier. Et ça ne devrait pas s'arrêter là.
Dans sa guerre contre Bruxelles, Viktor Orban a encore 20 milliards gelés sur cette question. Et ce n'est pas tout. En dehors du mécanisme de conditionnalité, la Hongrie a une trentaine de milliards d'euros gelés rien que pour 2022. Et sur la non-conformité au droit européen en matière d'asile, la Hongrie s'est vue infliger en juin 2024 une amende de 200 millions d'euros directement ponctionnée sur les financements dont elle avait droit. Des retenues d'argent qui font mal pour l'une des plus petites économies de l'UE. Certains universitaires prédisent au Fidesz de Viktor Orban le même destin que le PIS en Pologne. Le fait de voir le pays privé de fonds européens l'empêche d'investir. La Hongrie souffre économiquement avec une inflation supérieure aux autres États membres avec plus de 3%, une croissance lente avec 0,6% en 2024 et des prévisions à 1,8% en 2025. Autre donnée à garder en tête, Peter Maillard, le leader du parti Tisza, dissident du Fidesz, est arrivé en tête des sondages d'opinion. Une première pour un opposant depuis le retour au pouvoir d'Orban en 2010. Les élections législatives arrivent en avril 2026 et Maillard progresse dans l'opinion malgré les boules puantes lancées par le parti au pouvoir. Viktor Orban compte bien user de son pouvoir de nuisance au niveau européen pour faire capoter le cadre financier pluriannuel s'il continue de ne pas obtenir les fonds européens. Des fonds qu'il pourrait obtenir s'il réformait son arsenal anticorruption et son système de passation des marchés publics, ce qui semble improbable, puisque c'est ce qui lui a permis de placer tous ses proches à des postes stratégiques et de liquider le patrimoine de la Hongrie au profit de ses amis et de sa famille. Espace Schengen, la Bulgarie et la Roumanie font officiellement leur entrée. Je vous en parlais il y a quelques semaines, les 25 s'étaient mis d'accord sur l'entrée pleine et entière de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen. Éligibles depuis 2011 à l'entrée dans Schengen, les deux pays souffraient de l'opposition politique d'autres États membres pour des considérations d'immigration principalement. En avril 2024, les deux pays étaient entrés dans Schengen par voie maritime et aérienne. Mais l'Autriche maintenait son veto sur la voie terrestre en justifiant des chiffres peu satisfaisants de la Bulgarie et de la Roumanie dans la lutte contre l'immigration clandestine. Mais fin novembre, l'Autriche a annoncé la levée du dernier veto face à l'amélioration de la situation. Il subsistera des contrôles entre les frontières hongroises et roumaines et les frontières roumaines et bulgares pendant 6 mois. Idem à la frontière entre Bulgarie et Turquie avec un assemblage de différentes polices européennes. Des célébrations à plusieurs postes frontières entre les deux pays ont eu lieu mercredi 1er janvier à minuit. Leur entrée dans Schengen devrait avoir pour effet bénéfique de booster leur économie avec une augmentation de leur PIB d'1%. Les voisins grecs devraient aussi affluer sur les bords de la mer Noire pour des vacances très bon marché. Une amélioration aux effets limités pour la Bulgarie, qui manque encore d'infrastructures. Elle souffre de routes étroites, d'autoroutes mal entretenues, d'un manque de ponts sur le Danube à la frontière avec la Roumanie, et dispose de peu de chemins de fer qui sont relativement vétustes. Diplomatie, l'aide à la Syrie programmée. L'Union européenne avait prévu de livrer 50 tonnes de fournitures médicales à la Syrie en fin de l'année 2024, un plan contrarié par le contrôle des douanes turques. Le matériel, composé de 8000 kits chirurgicaux d'urgence, de fournitures anesthésiques, de fluides intraveineux, de matériaux de stérilisation et de médicaments pour prévenir des épidémies, était bloqué à Gaziantep. Le matériel était acheminé depuis Dubaï, où l'Union européenne disposait de stocks. Tout le matériel sera transféré à Alep et Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Passons désormais au Club des 27. Croatie, le président sortant Zoran Milanović, presque réélu dès le premier tour. Dimanche 29 décembre était prévue la présidentielle croate. Un moment un peu surprenant compte tenu des festivités hivernales et de la période de vacances qui explique certainement le taux de participation assez bas de 46%.
Le scrutin opposait 8 candidats dont les favoris étaient le président sortant, le social-démocrate Zoran Milanovic, et le candidat du parti conservateur HDZ, Dragan Primorac. Zoran Milanovic était l'immense favori du scrutin. En Croatie, le président est le chef des armées et représente le pays sur la scène internationale. Il est aussi le garant de la continuité du fonctionnement des institutions. Il a principalement un rôle protocolaire. Et à quelques heures de la fin du vote, les sondages à la sortie des urnes semblaient donner Zoran Milanovic gagnant dès le premier tour. Mais le décompte le fait échouer de peu. Il récolte 49,11% des voix, alors que Dragan Primorac s'en sort avec 19,37% des voix. À moins d'une catastrophe, l'issue du second tour, le 12 janvier, ne fait que peu de doute. Zoran Milanovic devrait se succéder à lui-même. On le surnomme le Trump croate malgré son appartenance à la gauche sociale démocrate. Alors qu'il était Premier ministre de 2011 à 2016, il a opéré depuis un virage populiste. Cela fait 9 ans que le HDZ est au pouvoir, pointé du doigt par le président pour de nombreux scandales de corruption. Les médias sont au pas puisque le Premier ministre Andrei Plenković a fait passer une loi violant le secret des sources. Les échanges houleux entre Milanovic et Plenković se multiplient. Milanovic a laissé tomber sa position pro-européenne pour un discours plus indépendant où il préconise de ne plus compter sur les fonds européens mais de multiplier les partenariats internationaux. Sur l'Ukraine, il refuse la formation de soldats ukrainiens sur son territoire et l'envoi de soldats croates dans la potentielle force de maintien de la paix en Ukraine, malgré son positionnement contre l'agression russe. Il a réussi à se fâcher avec la communauté internationale, l'OTAN et l'UE. Il refuse que la Croatie soit emmenée dans la guerre. De son côté, le Premier ministre et leader du HDZ Andrei Plenković s'affiche plus pro-européen et atlantiste. La Croatie a envoyé 300 millions d'euros d'aide à l'Ukraine. Allemagne, agenda sur le travail chez les conservateurs, prolongation des contrôles aux frontières et Elon Musk trouble la campagne. Dans les carnets de campagne cette semaine, on commence avec la CDU qui veut s'inspirer de l'ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder qui avait mis en place l'agenda 2010 avec une réforme choc sur le droit du travail et les prestations sociales. Même s'il n'avait pas pu aller au bout de son mandat, finalement remplacé par Angela Merkel en 2005, cette dernière avait loué les effets bénéfiques des réformes sur l'économie allemande. Aujourd'hui, le leader de la CDU, Friedrich Merz, veut profiter de la crise de l'industrie pour remettre un tel projet sur la table. Crise qui pourrait être accentuée avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, qui devrait déclencher une guerre commerciale contre l'UE. Là où les socialistes et les Verts veulent réformer le frein constitutionnel, qui limite l'endettement fédéral à 0,5% du PIB, pour investir massivement dans les infrastructures et l'industrie, Friedrich Merz entend faire des économies pour booster l'industrie et la défense. Mais ce plan pourrait aussi éloigner ses potentiels partenaires de coalition, sociodémocrates et verts, d'un contrat de coalition. Les deux partis de gauche souhaitent préserver les mesures environnementales et sociales et s'opposent à la CDU sur la question migratoire. Si la CDU ne met pas de l'eau dans son vin, l'Allemagne pourrait risquer un blocage institutionnel qui pourrait profiter à l'extrême droite. Côté immigration, le gouvernement démissionnaire souhaite maintenir les contrôles aux frontières 6 mois de plus. La mesure a été mise en place en septembre en réponse à l'attentat de Zellingen où un Afghan menacé d'expulsion avait poignardé une dizaine de personnes, faisant 3 victimes. L'annonce de la prolongation des contrôles a été faite par la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser, qui s'est vantée des résultats de ses effectifs. 1800 passeurs ont été arrêtés et les expulsions ont augmenté de 50% ces 2 dernières années. Le droit européen autorise le rétablissement des frontières pour 6 mois, renouvelables jusqu'à 2 ans. Les sociodémocrates et les Verts
veulent démontrer qu'ils ne sont pas laxistes et qu'ils ont un point de vue équilibré entre accueil et contrôle. Mais le plus gros événement de la semaine, c'est la tribune d'Elon Musk dans le journal Welt am Sonntag, l'édition dominicale du journal Die Welt. Au lendemain de l'attentat de Magdebourg, le 18 décembre, Elon Musk avait retweeté le post de l'AfD en réaction à l'attentat. Finalement, l'assaillant s'est révélé plus proche des thèses complotistes d'extrême droite que de groupes islamistes, ce qui n'a pas empêché Elon Musk d'en remettre une couche avec sa tribune où il exprime son soutien à l'AfD, estimant, je cite, que les partis traditionnels allemands ont failli et que l'AfD est le seul parti à pouvoir éviter l'effondrement économique et culturel de l'Allemagne. Il estime qu'Alice Weidel, la candidate à la chancellerie pour l'AfD, n'est pas un Hitler en talons aiguilles parce qu'elle est lesbienne et qu'elle est mariée à une Sri Lankaise. Pourtant, le leader de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, a été condamné par la justice pour avoir repris des slogans nazis. Maximilian Krah, ancien chef de la délégation de l'AfD au Parlement européen, a lui relativisé les crimes nazis et est suspecté d'intelligence avec la Chine. Sur l'économie, l'essentiel des positions de l'AfD rejoignent celles des libéraux-démocrates et des chrétiens-démocrates. Mais il semble qu'il n'y a qu'une chrétienté fantasmée et providentielle qui convienne au patron de X et Tesla. Espagne. La colère ne redescend pas chez les sinistrés de la Généralité valencienne. La catastrophe a eu lieu le 28 octobre et pourtant, la colère des Valencians ne retombe pas. Et pour cause, malgré les 230 morts décomptés, aucun responsable n'a démissionné. 80 000 personnes ont manifesté le 29 décembre pour réclamer la démission du président de région Carlos Mazón. La gestion de la catastrophe pose question puisque les autorités valenciennes ont été alertées par l'agence d'État de météorologie tôt le matin que la goutte froide allait provoquer de fortes précipitations sur une longue durée. Les autorités gouvernementales espagnoles ont demandé en fin de matinée si les autorités de la Généralité valencienne, la région qui dispose de compétences décentralisées, avaient besoin que le niveau national prenne les choses en main. Face au manque de réponse de la région, les autorités nationales n'ont pas osé prendre les choses en main d'elles-mêmes alors que la Constitution leur permet. Mais le fait que la Généralité soit présidée par Carlos Mazón, membre du Partido Popular, aurait pu provoquer un échange houleux où le PP aurait prétendu que le gouvernement abuse de son pouvoir. Au final, Carlos Mazón était injoignable entre 15h et 18h30, mobilisé par un dîner d'affaires, alors que la tempête faisait ses premiers disparus. Depuis la catastrophe, la région et le national se déchirent pour se renvoyer la responsabilité. Une situation qui exaspère les locaux qui demandent la démission du président de la région, qualifié d'assassin et de criminel par la foule. Il a tenté de répondre à l'exaspération des Valencians en démettant 2 de ses ministres, mais les récits le mettent au cœur des accusations. Il persiste à dire que le gouvernement national n'a pas agi alors qu'il pouvait le faire. Mais face à la pression populaire, difficile de voir une autre issue que la démission. La Chambre de commerce régionale indique que seuls 20% des commerces ont rouvert à Paiporta, l'épicentre de la catastrophe. Les conséquences de la catastrophe naturelle sont encore loin d'être effacées. Pologne. Crise au tribunal constitutionnel. C'était le cœur nucléaire de l'architecture du parti Droit et Justice, le PIS, pour établir un régime autoritaire. Le tribunal constitutionnel représente aujourd'hui le dernier bastion national conservateur en Pologne. Et pour cause, sur les 15 juges au tribunal, 12 ont été nommés par le PIS. Le dernier en date n'est autre que l'ancien vice-ministre et procureur général, Bogdan Święczkowski, nommé en 2022, qui n'est autre que le président du tribunal constitutionnel. Le tribunal est au cœur d'un conflit avec le gouvernement qui ne veut plus publier ses arrêts. Le gouvernement dénonce 2 juges comme illégitimes et refuse d'en nommer 3 au poste vacant,
tant que le tribunal ne reviendra pas à des arrêts juridiques et non politiques. C'est notamment ce tribunal qui était revenu sur la loi sur l'avortement de 1993 qui autorisait l'avortement dans certains cas, faisant de la législation polonaise l'une des plus répressives dans l'UE sur l'avortement. En 2021, le tribunal s'était positionné sur la primauté du droit national sur le droit européen. Le PIS, de retour dans l'opposition, fait appel au tribunal pour faire obstruction à certains textes en comptant sur le tribunal pour rallonger la procédure d'examen. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Tusk, les relations avec l'Union européenne se sont simplifiées au point que la Commission européenne a autorisé le déblocage des fonds du plan de relance post-Covid Next Generation EU. La réforme de la justice promise par le nouveau Premier ministre semble avoir rassuré les autorités européennes. Preuve que le conflit avec le tribunal est à son pic, le gouvernement a réussi à faire adopter la loi sur le budget 2025 avec comme disposition de priver les juges du tribunal constitutionnel de rémunération. Mais la Commission de Venise, comité consultatif du Conseil de l'Europe sur l'état de droit, a mis en garde le gouvernement polonais. Ne pas publier est contraire aux traditions constitutionnelles et il préconise de publier les arrêts avec une mention au journal officiel que ces arrêts ont été rendus par des juges non habilités à le faire. Aussi, certains spécialistes pointent du doigt le fait que cela prive les Polonais de certaines mesures positives comme la revalorisation des retraites anticipées. Le bras de fer risque de durer longtemps puisque la majorité PIS devrait disparaître en 2027 au tribunal constitutionnel. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Géorgie, Mikhaïl Kavelashvili investit président, le pouvoir serre la vis de la répression. Dimanche 29 décembre, Mikhaïl Kavelashvili, ancien footballeur professionnel, devait être investi président. Mais depuis des semaines, la présidente sortante, Salomé Zourabichvili, promettait de rester au palais Orbeliani, le palais présidentiel, car elle continue de se considérer comme seule présidente légitime. Mikhaïl Kavelashvili est le premier président élu par un collège électoral depuis le rétablissement de la République géorgienne en 1991. Un collège en majorité composé de députés issus du vote des législatives du 26 octobre, entaché de nombreuses irrégularités, ce qui questionne la légitimité de l'élection du président aussi. Menacée par le Premier ministre Irakli Kobaridze de poursuites pénales si elle se maintenait au palais, Salomé Zourabichvili a finalement cédé et en est sortie accompagnée d'une foule de 2000 personnes venues la soutenir. Elle a déclaré qu'elle ferait le tour du pays pour soutenir les mouvements de contestation. La prestation de serment du nouveau président s'est faite au Parlement, à huis clos, assiégé à l'extérieur par les manifestants. Petit détail important, aucun drapeau européen ne décorait l'hémicycle lors de la cérémonie. C'est donc le dernier contre-pouvoir géorgien qui tombe dans les mains du parti Rêve géorgien et ainsi enlève la dernière barrière à l'installation d'un pouvoir autoritaire par le parti en place. Et sans surprise, l'arrivée de Mikhaïl Kavelashvili a accéléré la mise en place de mesures répressives. Pêle-mêle, on y retrouve des mesures pour licencier plus facilement les fonctionnaires soupçonnés d'avoir des sympathies avec les manifestants, une augmentation substantielle des amendes à l'égard des manifestants, notamment ceux qui masquent leur visage lors des manifestations et ceux qui utilisent des lasers pour aveugler la police, la mise en place de détentions extrajudiciaires, la suppression du concours d'entrée dans la police qui va en faire une police politique. L'oligarque Bidzina Ivanishvili, à la manœuvre derrière le parti Rêve géorgien, a été placé sous sanction par les États-Unis et le Royaume-Uni. L'Union européenne n'arrive pas à trouver de consensus avec le veto de la Hongrie et de la Slovaquie qui dénoncent l'ingérence des autorités européennes. Les perspectives pour la Géorgie ne sont pas bonnes. Avec l'affirmation du tournant autoritaire du pouvoir géorgien, les investisseurs et les PME étrangères fuient le pays
et les touristes aussi. La jeunesse, si elle voit que les choses ne changent pas, serait tentée par l'exil. 600 entreprises dont McDonald's et Spar ont signé une tribune pour demander de nouvelles élections. Une possible fuite des capitaux qui pourrait propulser la Géorgie dans une crise économique, l'obligeant à demander à la Russie et à la Chine d'investir massivement dans le pays. Ce serait une perte d'influence énorme pour l'Union européenne autour de la mer Noire et donnerait à la Russie de nouvelles ressources pour alimenter son économie de guerre. Ukraine, la fin du transit du gaz russe, un enjeu de taille pour les Européens et la Moldavie. Volodymyr Zelensky l'avait promis, il l'a fait. Le mercredi 1er janvier au matin, le gaz russe ne transitait plus par le gazoduc Bratstvo, qui signifie fraternité, qui reliait la Russie à l'Europe centrale. C'est le résultat de la fin du contrat entre l'opérateur ukrainien Naftogaz et l'opérateur russe Gazprom. Volodymyr Zelensky avait signé le dernier contrat en 2019, mais la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. Vladimir Poutine a poussé jusqu'au bout pour qu'un nouvel accord soit conclu. C'est une perte pour les deux pays, mais plus pour la Russie que pour l'Ukraine, qui ne touchait que les frais de transit. D'ailleurs, petit clin d'œil de l'histoire, le gazoduc servait déjà à faire pression sur les pays satellites de l'URSS, comme la Tchécoslovaquie et la Pologne, qui avaient des mouvements dissidents qui défiaient le pouvoir soviétique. Le gazoduc représentait un tiers des approvisionnements en gaz russe de l'Union européenne. Les deux autres tiers passaient par le gazoduc turc et par les terminaux de gaz naturel liquéfié en France et en Espagne. Mais Total Energy met en garde. Le gaz russe arrive encore en Europe. Total Energy a encore un contrat avec la firme russe Novatek. Côté État membre de l'Union, le Slovaque Robert Fico s'était rendu à Moscou mi-décembre pour forcer un accord avec Poutine, alors que la Slovaquie est très dépendante du gaz russe, puisqu'elle n'a pas d'accès à la mer. Son discours catastrophiste, dans lequel il disait que la Slovaquie risquait la pénurie, ne se vérifie pas pour le moment. L'Autriche avait 80% de gaz russe dans ses tuyaux, taux qui pouvait culminer jusqu'à 90% à certaines périodes. Mais le contrat a été rompu fin novembre avec Gazprom par l'opérateur russe lui-même, incapable de livrer les quantités demandées. La Commission européenne assure que les États membres ont suffisamment de stocks pour tenir et que tout est fait pour réduire les coûts, tout en aboutissant en 2027 à un zéro énergie fossile russe dans l'Union. Un objectif ambitieux qui aura pour conséquence de faire monter les prix de l'énergie, puisque le GNL livré depuis les États-Unis et le Qatar coûte cher en conditionnement et en transport. Difficile à croire quand encore 19% du gaz dans l'UE est russe. Autre victime de la coupure de gaz, la Moldavie. Le petit pays voisin de l'Ukraine voit la centrale thermique de Koutchourgan alimentée à 70% par le gaz russe. Une dépendance qui a poussé le pays à déclarer l'état d'urgence énergétique. Le gouvernement conseille aux Moldaves de bien se couvrir et de se réunir dans une seule pièce, tout en évitant les moyens de chauffage artificiels pour éviter les incendies. La Roumanie voisine s'est déclarée prête à subvenir aux besoins de son voisin et même de sacrifier un peu de ses réserves pour lui. Voilà, c'est ainsi que s'achève la première semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie,
Abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.